Un élevage hors sol, c'est une tristesse. C'est des esclaves. Il y a des fermiers là, un peu plus loin, là, ils ont ouvert leur gueule. Ça fait 7 ans que les poulaillers sont vides. C'est la pire des mafias. Les petits veaux, je devrais même pas dire ça, mais il y a 3 ans, on les tuait. On les tuait, ils voulaient même pas nous les acheter 5 €. Et on va pas garder 50 ou 100 dans la stabule. T'es malade, tu crèves. Sincèrement, tu fais quoi là? C'est pas des conneries, c'est du vécu. Hein. Tu vois, je t'ai envoyé dans la gueule. C'est commence à crever. Oh putain, j'ai entendu. Ah putain, j'ai tout. Ah putain. C'est un massacre qui commence à arriver dans les bâtiments. Et elle meurt de quoi en fait? Mais de faim, les pauvres. C'est atroce. Atroce. Il faut trouver des petits soldats pour approvisionner les abattoirs. Et le but du jeu, c'est de trouver des pigeons. Et une fois que le pigeon il a investi, même après, il ne reste plus qu'à déposer le bilan, la liquidation ou le suicide. Donc on est quand même dans un système qui marche sur la tête. Donc ça, c'est le témoignage de Philippe Grégoire. C'est un éleveur laitier et c'est lui qui a déclenché mon enquête, Le sens du bétail. Donc c'est une enquête qui m'a pris 2 ans et demi sur l'industrie de l'élevage et dans laquelle j'ai 250 témoins. Parmi ces 250 personnes, tu as décidé de commencer avec une histoire qui est bouleversante. C'est celle de Sophie et Jean-François. Il se trouve qu'on les a rencontrés avec Vaquita. C'est quand ils allaient fermer leur exploitation. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé après ? Sophie et Jean-François, c'était un couple d'éleveurs d'une trentaine d'années qui avaient 2 enfants en bas âge. Ils avaient un rêve simple, c'était d'élever 60 vaches en plein air. Et la banque leur a tout de suite dit on ne vous suivra pas si en plus vous ne prenez pas un bâtiment industriel de 400 veaux. Donc c'est des animaux qui ne voient jamais le jour et qui se nourrissent de lait en poudre. Ils se sont méfiés, mais on les a convaincus. On leur a fait visiter des élevages vitrines en leur disant que c'était simple, ça prenait que 3 heures par jour. On vous livre les animaux, l'aliment, il y a tout un cahier des charges à respecter, mais il y a un technicien qui vient toutes les semaines vous expliquer comment procéder. Franchement, c'est un bon plan. Ils ont fait confiance, ils ont investi 1 million d'euros et ils se sont rendus compte qu'on les avait menti. Ça ne correspondait pas à ce qu'on leur avait vendu et même eux, ils étaient assez peinés finalement de voir ces animaux enfermés dans les bâtiments alors qu'à quelques mètres de là, ils avaient d'autres animaux qui étaient en plein air à qui même ils donnaient des prénoms. Et il y a eu un drame, c'est juste avant de recevoir une prime pour leur bonne performance, ils ont reçu un lot d'animaux qui étaient malades, boiteux, des aliments qui étaient douteux, une poudre de lait qui était jaunâtre au lieu d'être blanche. Et ça a été l'hécatombe. En fait, il me racontait que tous les matins, il découvrait 1 ou 2 veaux qui n'avaient pas passé la nuit. En quelques semaines, il y en a 72 sur les 400 qui sont morts. Ils ont essayé d'alerter tout le monde, mais l'industriel ne voulait rien savoir. Il a vraiment tardé à intervenir. C'est les services vétérinaires qui ont déclenché l'alerte. Et donc, ils n'ont pas eu leur prime. Ils n'ont pas été rémunérés à la hauteur de leur travail. Et ils ont l'impression d'avoir été en quelque sorte sabotés. Donc ils ont commencé à l'ouvrir, mais dans le monde de l'élevage, quand on l'ouvre, on te punit. Et donc un jour, ils ont reçu le dernier coup de massue. C'était l'industriel qui les accusait de maltraitance animale et qui mettait fin à leur contrat. C'est à ce moment-là que vous les avez rencontrés, je me souviens. Le 5 août 2022, donc on reçoit un courrier de la part du gérant en disant qu'il souhaite faire une rupture de contrat par rapport à la forte mortalité qu'on a eue sur notre élevage. Et en plus de ça, il nous demande une indemnité de rupture de contrat qui est de 20 000 euros. C'est inhumain de faire ça parce que non seulement on se fait virer sans raison, sans préavis, sans rien, en plus de ça, on leur doit de l'argent. 6 mois plus tard, je les retrouve près de chez moi à Rouen et je les vois, ils sont avec 2 voitures chargées à bloc. Je leur dis, vous êtes en voyage, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, non, Ulysse, t'as pas compris. Ça, c'est notre maison, on a tout perdu. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était devenu une famille en cavale, SDF, qui a dormi tout l'hiver dans leur voiture avec leur fille de 4 et 6 ans. Ils me disent, bah voilà, on nous a volé notre vie et on nous a volé 1 million d'euros. Ce genre d'histoire, c'est assez classique dans le monde de l'élevage. Certains choisissent le suicide, eux, ils ont choisi de s'enfuir. Et aujourd'hui, je ne sais même plus où ils sont. Avant de disparaître, ils m'ont dit la seule chose que tu peux faire pour nous maintenant, c'est de raconter notre histoire pour pas que ça arrive à d'autres. Ça dit quoi de l'agriculture d'aujourd'hui ? En fait, j'ai découvert que les éleveurs, ils ne sont pas maîtres de grand-chose en fait. Comme Sophie et Jean-François, il y en a un certain nombre, je pense à Marion par exemple, mais il y en a tellement d'autres. Au premier rendez-vous bancaire,
On leur explique qu'il va falloir doubler, tripler, quadrupler le nombre d'animaux qu'ils vont élever. On les pousse souvent vers un modèle industriel. On leur fournit des études économiques d'installation, c'est des sortes de bilans prévisionnels qui disent voilà, sur les 5 premières années, vous allez dépenser tant, gagner tant, vous allez vous verser tant de salaire. Et j'ai découvert que ces bilans, bien souvent, ils sont truffés de chiffres totalement déconnectés de la réalité. Je pense à Jérémy, il avait 23 ans, il se lance dans l'élevage bovin comme son père. Sur son étude d'installation, il montre, on lui promet qu'il va gagner 2300 € par mois. 3 ans plus tard, il est à 350 € par mois, il doit vivre chez ses parents. Et quand on regarde les postes de dépenses, ce qui était prévu et la réalité, il y a certains postes, il y a 430% d'erreur. Ce n'est pas une petite marge d'erreur. Son exploitation, elle dégageait presque la moitié de ce qui était prévu. Donc ça illustre bien qu'il y a un système mis en place qui envoie les éleveurs totalement dans le mur. Et les banques, les comptables, les chambres d'agriculture qui éditent ces bilans, ils ont juste une obligation de conseil, pas une obligation de résultat. Peu importe les chiffres qu'ils mettent dedans, au final, ils ne seront jamais inquiétés. C'est toujours l'éleveur qui trinque. On parle tout le temps de renouveler la profession, qu'il n'y aura plus d'agriculteurs plus tard, qu'il faut faciliter l'installation. Là, ça va être une galère monstrueuse et surtout d'être très dangereux. Ça envoie quel message ça pour l'agriculture de demain? Il y a quelque chose d'assez étrange. Effectivement, on dit qu'il faut plus d'agriculteurs. On simplifie, on nous parle de taillage de haies en disant que ça va leur simplifier la vie. Mais on ne parle jamais du cœur du problème. C'est le revenu, c'est les conditions de vie. C'est que globalement, les éleveurs sont devenus esclaves de leurs partenaires. Ils ne maîtrisent plus rien. Bien souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils donnent à manger exactement à leurs animaux. Ce n'est pas eux qui font leurs factures, c'est celui qui achète qui décide du prix. Ils sont esclaves du système bancaire parce qu'ils ont des emprunts colossaux. Certains éleveurs que j'ai rencontrés, ils ont plusieurs millions sur le dos. Et comment ça tient? Parce qu'ils sont aussi esclaves de leur passion. Ça, je l'ai beaucoup sous-estimé, mais c'est réel. On ne liquide pas une ferme comme on liquide une start-up. Bien souvent, la ferme, elle a pu être héritée de ses parents, ses grands-parents, parfois de plusieurs générations. C'est des personnes qui parfois se voient rien faire d'autre de leur vie. Et vraiment, cette passion, on l'exploite à leur détriment. On sait qu'ils seront prêts à tous les sacrifices juste pour sauver leur ferme. On ne parle même pas de se rémunérer, juste pour sauver leur ferme. Et ça, je l'ai observé. Et donc, ils sont esclaves à la fois de leur passion et de leur partenaire. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent le mot de mafia. Ouais. Et c'est qui cette mafia? J'ai jamais été fan de ce mot parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais dans certains cas, par exemple, il y a des témoins qu'on a fait taire clairement. Certains des témoins qui ont dû arrêter de me parler. Je pense notamment à un éleveur qui voulait parler en son nom et dénoncer sa coopérative parce qu'elle lui faisait acheter des animaux, des produits, des aliments à des prix totalement délirants, alors que lui, les prix de son produit, c'était plus bas que le prix du marché. Il était prêt à tout dénoncer et sa coopérative l'a obligé à signer un accord lui interdisant de me parler sous peine de lui infliger une amende de 150 000 €. Donc ça en dit long sur l'omerta qu'il y a dans ce milieu. On va écouter un autre témoignage que tu as recueilli, c'est Julien. Il est éleveur de dindes en intensif. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts. En fait. Quand tu regardes, ils fournissent de l'aliment, ils fournissent des poussins, ils vendent de la viande et ils payent l'éleveur. Mais dans leur intérêt, c'est que c'est pas de leur te donner le plus d'argent. L'intérêt, c'est de garder plus dans ta poche. Ça, c'est Julien, un jeune éleveur de 23 ans. Il est dans un système qu'on appelle un système d'intégration. C'est très courant dans la volaille, par exemple. Vous avez un industriel ou une coopérative qui va vous livrer les animaux, qui va vous livrer les aliments, qui va vous envoyer un technicien vérifier que vous élevez dans les bonnes conditions, que ça respecte le cahier des charges. Et ce que me dit Julien aussi, par exemple, c'est que quand il a commencé, son technicien venait toutes les semaines et lui imposait des cures d'antibiotiques toutes les semaines. Il dit « mais c'est mon salaire qui part tous les 7 jours ». Surtout que ces animaux n'avaient même pas l'air malades. Et très vite, il s'est rendu compte qu'il n'était plus maître de rien. Il peut recevoir des animaux en mauvais état de santé, il peut recevoir des mauvais aliments, il m'en a parlé, il a reçu de la poudre, ces animaux ne voulaient plus manger, du coup ils ne suivaient pas les courbes de croissance, du coup il y avait des conséquences économiques et puis certains tombaient malades. Donc le système en intégration, c'est quelque chose qu'on vous vend comme une solution simple et fiable, mais en fait c'est un système assez vicieux. Et surtout le système d'intégration, c'est la norme en fait, ce n'est pas l'exception. La plupart des élevages en volaille par exemple sont en système d'intégration. Et l'éleveur, il n'est plus maître de rien, alors que c'est lui qui investit des centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions. Il prend tous les risques, alors qu'il ne contrôle pas ce qui entre dans ses bâtiments. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là-dedans.
Il y a une agricultrice qui t'a envoyé une vidéo. On va la regarder ensemble. Tu peux décrire ce que tu es en train de voir? Bah là, ce qu'on voit en fait, c'est des éleveurs en train de tuer à main nue leurs propres animaux. Donc on voit des poules agoniser dans un sac et des gens s'affairer autour. Et ça, c'est dans le cadre des normes salmonelles. C'est un tabou absolu et c'est un non-sens total. La salmonelle, c'est une bactérie qui est potentiellement dangereuse pour la santé. C'est important de la surveiller en élevage. Sauf que dans le cadre de l'industrie de l'œuf, c'est assez absurde. On n'analyse ni les œufs, ni les poules. En fait, on analyse l'environnement. C'est-à-dire, on va passer des chiffonnettes sur le sol, sur les parois des bâtiments. Et à la première présence de la moindre bactérie de salmonelle, on va considérer que tout le troupeau est infecté et on ne va pas ordonner l'abattage. Parce que si on faisait ça, il faudrait indemniser les éleveurs. On va leur dire, vous n'avez plus le droit de vendre vos œufs. Sauf que si on ne peut plus vendre ces œufs, on ne peut plus nourrir ces animaux. Et donc, ces animaux, il faut s'en débarrasser. Sauf que dans ce cas-là, c'est un élevage de 1500 poules et c'est pas intéressant en fait pour les abattoirs. Ils refusent de prendre le lot où ils vous disent il faut payer 3 € par poule. Déjà que c'est compliqué la situation financière des agriculteurs, c'est hors de portée. Et donc, qu'est-ce qui reste comme solution? Eh bien, les tuer à main nue. Je n'ose même pas imaginer la douleur pour un éleveur de devoir abattre toutes ces bêtes à main nue, à forcerie. C'est un traumatisme énorme pour eux. Émilie, c'était par exemple une jeune éleveuse de 32 ans. Elle venait de lancer son élevage, c'était le rêve de sa vie. Elle n'avait même pas encore reçu ses premiers œufs. Les poules n'avaient même pas pondu, qu'elle a dû les tuer à main nue. Donc, c'est un traumatisme terrible. C'est une catastrophe financière. Elle a perdu 15 000 €. Elle venait de commencer, elle perd déjà 15 000 €. Et après, il faut racheter des animaux. Il faut reprendre le travail avec, ils me disent, cette épée de Damoclès qui vous pèse en permanence sur le dessus de la tête parce qu'ils ont l'impression de jouer à la roulette russe. Ton livre, c'est une enquête sur ceux qui nous nourrissent, les agriculteurs, et plus particulièrement les éleveurs. Mais c'est aussi une enquête sur la nourriture qu'on donne aux animaux dans les élevages intensifs. Est-ce que tu peux nous dire comment on nourrit les animaux qui vont nous nourrir? C'est vrai qu'on s'intéresse souvent aux animaux dans notre assiette, mais on ne pense jamais à s'intéresser à ce qu'il y a dans l'assiette des animaux. Par exemple, les granulés qu'on donne aux volailles ou aux cochons, ça répond à des formules qui sont absolument secrètes. Même les éleveurs, ils connaissent la composition, mais pas le dosage précis, la recette, ce qu'on appelle la formule. Et cette formule, déjà, elle change constamment en fonction du cours de la bourse. Si le blé prend 10 centimes, on va remplacer par autre chose. Ça peut être des céréales qui sont moisies, mais mélangées à d'autres céréales, comme ça passe. Et il y a un nutritionniste qui dit dans mon livre, le poison bien dilué, ça peut passer. Il y a un de mes témoins qui a travaillé en usine d'alimentation animale. Il me dit, un jour, on a changé 8 fois la formule. J'ai des animaux qui ne mangeaient pas. Ils ont mangé le premier jour. Et à 3-4 jours, je voyais en fait, elles commençaient à plus manger de moins en moins. Et elles ont commencé à se piquer. Elles se mangeaient entre elles. Donc j'ai fait faire des autopsies, des analyses, et les vétérinaires ne trouvaient pas ce qu'il y avait. Et quand on a vu qu'il y avait du cannibalisme, là ils ont tout de suite compris qu'il y avait un problème avec l'aliment. Et puis ils ont fini par avouer. Mais trop tard, les dégâts étaient faits. Le fait de jouer un peu aux apprentis sorciers, à changer les aliments en permanence selon le cours de la bourse, ou en tout cas pour réduire les coûts maximum, ça a des conséquences directes sur la santé des animaux. Certains tombent malades, et parfois dans des cas très graves, comme celui de Fabrice qu'on vient d'écouter, oui, elles se mettent à se dévorer entre elles, et c'est très inquiétant. Ce qui est compliqué, c'est qu'on pense toujours que c'est de la faute de l'éleveur, alors que, je le rappelle, l'éleveur n'est pas maître de grand-chose. Fabrice, on lui livre les animaux, on lui livre les aliments. Il y a des techniciens qui passent en permanence. Et donc, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont du mal à se retourner contre ces usines d'aliments. Et surtout, comme d'habitude, ils ont peur de l'ouvrir parce que derrière, ils pourraient recevoir d'autres aliments défectueux qui, là, pourraient poser de plus grands problèmes encore. C'est pour ça que c'est si difficile d'avoir des témoins dans ce genre d'enquête, c'est que tout le monde est terrorisé. Il y a aussi cette phrase, ils ont fini par avouer. On dirait que le fournisseur de l'aliment, en fait, savait très bien qu'il y avait un problème, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a une vraie réticence parfois à reconnaître ses torts. Il y a même certains vétérinaires, ils m'ont dit, on m'a demandé de ne pas dire la vérité à l'éleveur, de ne pas dire que c'était un problème d'aliment parce qu'ils allaient demander d'être remboursés, etc. Il pouvait y avoir des poursuites judiciaires. On voit bien cette omerta, ouais, c'est cette violence discrète qu'il y a dans ce milieu.
Avec toutes ces années où tu as travaillé sur le sujet, tu sais ce qu'on peut trouver dans ces aliments? Dans mon enquête, j'ai fait quelques surprises. Par exemple, le poulet jaune. Au supermarché, on a le choix entre du poulet blanc et du poulet jaune. Il se trouve que j'ai rencontré un éleveur qui élève du poulet blanc et du poulet jaune. Et il m'a dit, le poulet jaune, c'est la même race que le poulet blanc. Tu sais pourquoi il est jaune? Parce qu'on leur fait avaler du colorant. Et effectivement, sur son étiquette d'aliment, il y a une rubrique colorant avec 3 colorants différents. En faisant des recherches, j'ai trouvé des études qui disent que par exemple la lutéine, c'est utilisé pour teinter la chair des animaux en jaune et même renforcer le jaune des œufs aussi. Et comme ça évite aussi de parler de colorant sur la barquette parce qu'on n'a pas mis de colorant durant le processus industriel, on l'a mis plus tôt, on l'a fait avaler directement aux animaux. Une fois, ils nous ont envoyé une formule, il y avait du sel. Alors je dis au mec en bas, je dis commande du sel parce que vu la dose qu'ils ont mis là, il va falloir donner du sel. Ah ben on a mis du sel, mais 15 jours après, le téléphone il sonnait, mais nos cochons font que de boire, ils mangent plus, et puis ils tombent, là ils sont en train de tomber comme des mouches. Il y a des choses qui sont assez incompréhensibles, c'est vrai, évidemment. On se dit quel intérêt pour l'industrie de donner à manger des choses qui sont mauvaises pour les animaux, tout le monde y perd au final. Et quelque part c'est vrai. Et pour cette anecdote du sel, la coopérative en question m'a dit que ça avait été une erreur informatique dans le dosage du sel. Pourtant, Gérard, mon témoin, il me dit qu'il avait alerté en disant « mais vous vous rendez compte, la dose de sel, là, ça va être une catastrophe ». On lui a dit « t'occupe, on sait ce qu'on fait ». Tu as aussi récolté le témoignage d'un agriculteur qui parle de l'omerta dans l'élevage. Moi, j'ai des agriculteurs, ils préfèrent crever sur leur ferme que de ne pas défendre les coopératives. Personne ne dit rien. Puis tout le monde a honte, mais d'un sens, ça se comprend. Moi, j'ai pas envie que mes voisins sachent que j'ai des problèmes d'argent. Les éleveurs, ils sont esclaves de leur passion. Et il y a une certaine fierté dans ce milieu. On n'aime pas trop parler de ces problèmes. C'est un peu un monde de taiseux. Et c'est vrai que, curieusement aussi, on observe parfois des éleveurs qui, combien même ils sont conscients qu'ils se font exploiter par leur propre coopérative agricole, ils vont quand même la défendre. Certains se disent que, bon, en même temps, c'est notre seul acheteur. Si on perd la coopérative, on perd tout. Donc, ils vont la défendre. C'est aussi un des problèmes du milieu agricole, notamment de l'élevage. C'est que c'est des oligopoles. Il y a 1, 2 ou 3 entreprises qui ont la main sur tout le marché. Et c'est aussi ça qui fait qu'il y a une sorte d'omerta dans ce milieu, que beaucoup ont peur de parler, n'osent pas dénoncer et se laissent faire. On peut considérer que c'est une forme d'abus de faiblesse, quoi. C'est de plus en plus l'écologie qui est pointée du doigt comme l'ennemi de l'agriculture. Ouais. Mais pour certains, le problème, il est ailleurs. On est en train de disparaître. Ouais. Qui c'est qui détruit la filière? C'est nos dirigeants. C'est pas les associations anti-animalistes. Hein. Ils sont formés à parler, à endormir les gens. Ils sont formés pour ça. Mais je te jure, là, le mec, il vient tout de suite, là, le responsable, là, il vient discuter avec nous. Tu ressors, t'es enchanté. Hein. Ouais. Moi, je me suis fait entuber, mais propre. Quelque chose qui m'a marqué dès le début de mon enquête, c'est que les éleveurs, ils m'ont dit « Ulysse, en fait, nos ennemis, c'est pas les véganes, c'est pas les écolos, c'est les gens qui travaillent avec nous. C'est mon banquier, mon comptable, l'industriel qui ne me paye pas le prix qu'il devrait. C'est la chambre d'agriculture qui m'a envoyé dans le mur. C'est ces gens-là qui sont censés être nos partenaires qui nous mettent à terre. C'est pas les écolos. Avec tout ce que j'ai acquis comme connaissance, qu'on nous parle de taillage de haies et de guichet unique en disant que ça va résoudre le problème des agriculteurs, je ne suis pas sûr que ce soit à la hauteur des enjeux. Il y a un problème, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est le revenu. Donc on peut se fixer un objectif de 400 000 agriculteurs dans les prochaines années, mais ce n'est pas en supprimant des normes environnementales qu'on va donner envie aux jeunes de se lancer dans ce métier. C'est en leur assurant des conditions de vie dignes, tout simplement. Quand tu vois la boîte qui fait des millions de chiffres d'affaires et que tout ça, en fait, c'est réinvesti pour ne pas le verser aux éleveurs, c'est plus qu'un pion qui fait le boulot. J'ai découvert dans mon enquête que les plus grosses coopératives agricoles sont au niveau des multinationales. En fait, elles pourraient même rejoindre le CAC 40 si elles n'avaient pas ce statut particulier de coopérative agricole, qui les exonère d'ailleurs d'impôts sur les bénéfices. Et en étudiant les montages financiers, je me suis rendu compte que les bénéfices, parfois, restaient bloqués dans une zone grise. Et les coopératives, quand on met le doigt dessus, elles se défendent en disant « Ah, mais il faut réinvestir, c'est important pour l'outil industriel, etc. » Sauf que si à l'autre bout, les agriculteurs
ils ne peuvent plus vivre dignement et que certains se suicident, je rappelle qu'il y a au moins un suicide par jour et plus de 6 tentatives de suicide par jour dans le monde agricole. Comment vous voulez faire? Quand il n'y aura plus personne, on aura beau avoir investi dans des filiales à l'étranger, ça ne servira plus à rien. On l'entend dans beaucoup de témoignages que tu m'as envoyés. Du côté des agriculteurs, c'est de pire en pire économiquement. Tout le monde me dit c'est de pire en pire. Ouais. Ce qui est quand même bizarre, c'est que les éleveurs me disent « Mon grand-père, il avait 10 fois moins d'animaux que moi, il nourrissait toute la famille. Moi, j'ai fait des gains de productivité, mes produits sont de meilleure qualité. Et pourtant, j'arrive pas à me tirer un salaire, j'arrive pas à vivre de mon métier. Bien souvent, beaucoup d'éleveurs vivent du salaire de leur femme en réalité. Et parfois même, certains bénéficient de main-d'œuvre gratuite. Je veux dire par là que les parents retraités, ils travaillent gratuitement sur l'exploitation. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été mesuré dans les études, mais qui est bien réel. On va écouter le témoignage d'un éleveur de lapins en intensif. Leurs femelles vont aller jusqu'à 10, 12, 13, 14 de la pro. Alors que la femelle ne peut pas en élever plus de, normalement, 10. Donc quand tu as 1000 femelles qui fait des petits, tu en as 2 par femelle en plus, en rab, ça fait 2000 lapins que tu es obligé de cabosser. Des beaux lapins, à la naissance, tu es obligé de les tuer parce qu'il y en a trop. Vous foutez au congé dans des sacs. Ouais. J'ai dit, moi je ne pouvais plus supporter ça. La maltraitance animale, je ne l'ai jamais recherché dans mon enquête, je ne l'ai jamais pointé du doigt, mais certains éleveurs me l'ont dénoncé eux-mêmes. Leur métier, c'est quand même d'élever des animaux et de les garder en bonne santé, même si je sais que l'élevage est très décrié, mais ils ne sont pas là pour tuer des animaux dès la naissance. Pour eux, c'est totalement antinomique avec leur métier. Deuxièmement, la pression financière qu'on met aux éleveurs, ça implique aussi parfois des pratiques dont ils ont honte d'infliger aux animaux. Par exemple, en lapin et en porc, encore une fois, certains éleveurs m'ont dit que le prix qu'on leur paye est tellement faible qu'ils sont obligés d'entasser leurs animaux bien au-delà des normes européennes légales. Et ça, pour eux, c'est insupportable. Ils n'ont pas envie de procéder comme ça. Mais ce qu'ils me disent, c'est que c'est de la maltraitance animale, certes, mais c'est la coopérative qui m'y pousse. Dans mon enquête, j'ai même découvert que certains animaux ont tout simplement aucune valeur. À une certaine époque, on achetait les veaux à 0 €. J'ai découvert une facture, il y a écrit veaux sans valeur, 0 €. Pareil, les chevreaux, on les achète entre 50 centimes et 1 €. C'est moins que le coût pour les nourrir. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, c'est que les éleveurs me disent on est obligé de laisser mourir nos animaux. Parfois, on les tue. S'ils sont malades, on ne les soigne pas. Ça coûte trop cher. On n'a déjà tellement pas de ressources, on ne peut pas se permettre de faire ça. Et c'est horrible pour eux. Et c'est connu du ministère. J'ai identifié un rapport du ministère qui pointe qu'il y a des euthanasies silencieuses, illégales, dans les élevages de chèvres, par exemple, concernant les chevreaux. Donc ça, c'est connu de tous. Mais on ne lutte pas contre. Selon toi, c'est quoi l'intérêt pour les éleveurs de prendre en compte le bien-être animal? Moi, je me suis entretenu avec une centaine d'éleveurs. On a du mal à le croire si on est opposé à l'élevage, mais tous recherchent le bien-être animal, ne serait-ce que par pur intérêt économique. Personne ne veut avoir des animaux malades, qui ne s'engraissent pas assez vite, qui meurent. Tout le monde veut avoir des animaux en bonne santé déjà, mais ça va plus loin que ça. C'est aussi le sens de leur métier pour eux. Ils veulent avoir des animaux en bonne santé, ça fait partie de leur fierté d'éleveur aussi. Après, la définition du bien, elle varie selon les sensibilités. Évidemment, il y a beaucoup de consommateurs qui considèrent que l'élevage en soi, ça implique de la souffrance animale, et je peux le comprendre. Mais dans la psyché des éleveurs, ils souhaitent tous que leurs animaux soient en bonne santé. Ils ne veulent pas leur donner à manger n'importe quoi. Ils ne veulent pas les gaver d'antibiotiques. Je pense même qu'on peut ne pas totalement opposer les défenseurs des animaux et les éleveurs. Au contraire, il y a un combat commun qu'ils peuvent mener ensemble. Moi, j'ai rencontré des éleveurs qui collaborent avec L214. Et bien souvent, certains éleveurs sont les premiers lecteurs aussi de L214 parce qu'ils sont tout aussi indignés par les horreurs que peut causer l'industrie aux animaux. Le sens de leur métier, c'est d'élever des animaux, et si possible, dans le plus grand respect du bien-être animal.